Avant de faire un petit point d'actualité rapide, je présente nos deux intervenantes. Je remercie d'être venus. Donc, à ma droite, à la fin de la rangée, je ne dis pas à l'extrême droite, au bout de la rangée, donc Fritz Tauber, qui est un historien de l'Allemagne et des relations franco-allemandes et dont la dernière publication concerne la guerre d'Algérie et ses implications vis-à-vis de la République démocratique allemande, de feu la République démocratique allemande, donc cette Allemagne de l'Est qui a disparu en 1989-90. Donc aussi un ouvrage historique qui a aussi des implications sur les relations franco-allemandes tout court, puisqu'il y a eu aussi des implications avec la RFA qui existe encore et qui s'est agrandie en 89-90 des provinces de l'Est. Et à ma droite, Jan-Sven Rittelmeier, qui est un chercheur en sciences politiques, qui travaille à l'Institut français des relations internationales, à l'IFRI et aussi au CERFA à Paris. CERFA, j'ai peur de dire une bêtise. C'est le Comité d'études des relations franco-allemandes. Voilà, Comité d'études des relations franco-allemandes, donc qui est un spécialiste des relations franco-allemandes et qui, lui, aura un point de vue plus actuel, plus centré sur l'actualité des relations franco-allemandes. Il vient d'éditer 2 livres sur, justement, l'histoire des relations franco-allemandes depuis au CERFA depuis la Deuxième Guerre mondiale, en 2 tomes, donc un premier tome qui va de 1945 à 1990 et un deuxième sur 1990-2012, donc l'an dernier, sur les relations franco-allemandes dans l'Europe unifiée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je ne me fie absolument pas à l'horloge qui est là-bas, qui elle avance, elle n'est pas bonne. Je commence donc rapidement un point d'actualité, ce que nous avons introduit depuis cette saison au début des conférences de l'UPEG. Alors le premier point, c'est d'abord la présidence irlandaise, et la présidence irlandaise qui a présenté le 16 janvier, le Premier ministre Enda Kenny, un programme intitulé « Pour la stabilité, la croissance et l'emploi ». Donc le dossier principal de cette présidence sera le chômage des jeunes, l'économie et peut-être une union bancaire et définir un cadre financier pluriannuel et réaliste. La situation n'est pas très brillante, récession dans plusieurs pays, dont le nôtre, dont la France, mais pas seulement dans notre pays, aussi hors de la zone euro, récession en Grande-Bretagne par exemple, ralentissement général de la croissance, y compris en Allemagne, recul de l'économie, de l'industrie et explosion du chômage en Espagne, hausse du chômage dans la zone euro, stabilité plutôt du chômage ailleurs que dans l'Union européenne, sauf dans la zone euro, baisse de la production industrielle dans la zone euro. Mais premièrement, le taux d'inflation est stable dans la zone euro, il est de un peu plus %, 2,2%, et Mario Draghi prévoit un mieux au 2e semestre. Vous avez peut-être vu les informations télévisées françaises qui insistaient beaucoup là-dessus. Et tous les observateurs s'accordent aujourd'hui à dire que l'euro en tant que monnaie n'est plus vraiment menacé, ce qui n'était pas assuré il y a encore quelques mois. Prévision de croissance du FMI et de la BERD, elle table sur une stabilisation de la situation de la zone euro et sur une croissance qui sera tirée par les pays émergents. Et le 22 janvier 2013, donc, nous avons les ministres des Finances de la zone euro ont nommé le Hollandais Jérôme, je vais faire comme Moscovici, Jeroen probablement, Dijsselbloem à la tête de l'Eurogroupe ou de la zone euro. C'est un Eurogroupe qui a été dirigé pendant 8 ans par le luxembourgeois Jean-Claude Juncker. Deuxième point que je ne développe pas, parce que là, ce sera nos spécialistes qui le développeront, c'est l'anniversaire, le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, donc du 22 janvier 1963, l'embrassade de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer. Pour rester dans cette image, cette jolie image un peu, pas érotique, mais qui est évocatrice, disons, je rappellerai la citation du général de Gaulle de juillet 1963. Les traités, voyez-vous, sont comme les jeunes filles et comme les roses, ça dure ce que ça dure. Si le traité franco-allemand n'était pas appliqué, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire. Eh bien non, notre général est ici pessimiste. Le traité a bien été appliqué, on l'a vu, il y a eu beaucoup de manifestations et on pourra tout à l'heure en reparler.
Le problème, bien sûr, central, c'est celui d'une politique de relance dans la zone euro, d'une harmonisation sociale, d'un resserrement de l'Union, toutes des choses qui seront développées ce soir. On notera qu'en Allemagne même, il y a eu une élection dans le Land de Basse-Saxe, dont le résultat a été très serré, mais ce n'est pas la coalition au pouvoir qui l'a remporté, c'est le camp d'en face, la coalition socialiste et vert, sur des bases un peu plus européennes peut-être que la coalition au pouvoir qui n'est pas anti-européenne à mon sens. Troisième point, actualité européenne. Élection le 26 janvier de Miloš Zeman comme président de la République tchèque. Son adversaire était tout aussi européen que lui. Miloš Zeman peut-être un peu plus populiste, un peu plus à gauche. Son adversaire c'est un aristocrate de Bohême, Karel Schwarzenberg. Tous les deux étaient européens, tandis que le président qui donc quitte son poste, lui, était eurosceptique. Donc là, renforcement plutôt de l'européanisme dans cette République tchèque. On notera qu'un certain procédé de propagande électorale n'a pas bien fonctionné. Et ceux qui pouvaient prouver qu'ils avaient encore le bulletin de vote de Miloš Zeman pouvaient boire gratuitement une bière dans les brasseries où siégeaient les partisans de Karel Schwarzenberg, mais ça n'a pas suffi. Deuxième, c'était 45%, 55%. Des élections présidentielles sont prévues à Chypre le 17 février, ce qui repousse un peu une certaine échéance, car Chypre va sans doute poser des problèmes tout à fait comparables à ceux de son grand voisin et ami, la Grèce. C'est bientôt le 24 et le 25 février, élections législatives et sénatoriales en Italie. Pour le moment, la coalition des forces de gauche, dirigée par Pierluigi Bersani, est donnée favorite. Autre nouvelle, l'Islande suspend ses négociations d'adhésion, pas parce qu'elle doute, mais parce qu'elle a bientôt des élections, elle aussi, des élections législatives, le 27 avril prochain. Lancement de Marseille comme capitale européenne de la culture, mais on a oublié aussi la ville de Košice en Slovaquie, qui elle aussi est l'autre capitale de la culture européenne. Le lancement a lieu le 19 et le 20 janvier. Lancement aussi du permis de conduire européen, donc une carte unique qui permettra donc de garder son permis, quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel on n'est pas en Suisse. Et ensuite, autre point très important, médiation entre Belgrade et Pristina, donc le Kosovo, et le président du Conseil européen, Van Rompuy, tiendra ses promesses vis-à-vis de la Serbie, c'est-à-dire que si la Serbie se comporte comme on lui demande vis-à-vis du Kosovo, les négociations d'adhésion à l'Union européenne vont pouvoir se mettre en place. La France, par ailleurs, a ratifié le 17 janvier le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, qui sera effectif le 1er juillet, donc l'Europe passe de 27 à 28 membres, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est justement. Et donc là, on peut quand même, nous avons eu des conférences sur ce sujet, dire que les guerres de Yougoslavie se terminent. Elles se terminent, la solution est européenne, même si l'Europe n'avait pas d'armée, elle n'a toujours pas d'armée pour l'affaire du Mali, dont je vais parler tout de suite, ici quand même une fin. Intervention française au Mali annoncée le 11 janvier par le président français de la République française, François Hollande, dans le cadre des résolutions de l'ONU à la demande du Mali, appuyée par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et des États africains. L'Europe s'est engagée à envoyer une mission civile à laquelle participent beaucoup d'États européens, l'Autriche, j'ai vu aussi, 450 Européens, 200 instructeurs, 250 personnes pour la protection et l'appui administratif, mais qui interviendra quand la situation sera pacifiée. Soutien de plus en plus effectif de la Grande-Bretagne, après l'aval sans doute des États-Unis, et puis soutien aussi un peu plus timide peut-être de l'Allemagne, mais il est là. Hein, et pression en Allemagne pour soutenir, beaucoup plus timide. Le 24, quelques avions, on en reparlera. Le 24 janvier, la sous-commission parlementaire sécurité et défense du Parlement européen a critiqué l'absence de solidarité des États membres, même tendance dans la presse allemande et même dans le parti dominant de la coalition actuelle au pouvoir, donc des membres de la CDU qui disent là il faut plus soutenir, il faut plus d'unité, il faut plus d'institutions, des institutions plus fortes pour la zone euro, pour l'Europe. Il faut notamment un gouvernement économique, mais là aussi dans les domaines de la défense et de la politique étrangère. Cinquième et dernier point, le discours de David Cameron. Alors le discours de David Cameron, je l'ai regardé de près. Donc il s'agit de renégocier l'Europe, en fait, la relation de la Grande-Bretagne à l'Europe, mais en fait l'Europe, et de proposer au peuple britannique en 2017 un référendum in-out. Restons-nous, partons-nous. Quels sont les points développés par
David Cameron, 5 points, compétitivité, flexibilité, c'est-à-dire fin de l'Europe à deux vitesses, ça, il n'en est plus question. L'Europe à deux vitesses, c'est donc la zone euro, surtout qui est visée, ramener le pouvoir dans les États, responsabilité démocratique, c'est-à-dire une Europe qui soit beaucoup plus comptable de ce qu'elle fait, donc qui ne peut plus rien faire, et puis le fair play. Le fair play, ça consiste à demander à la zone euro de rendre des comptes à toute l'Europe, à chaque chose qu'elle fait. C'est en tout cas ce qui est dit dans le discours. Ce discours a déclenché plusieurs réactions. D'abord de grandes craintes chez les fonctionnaires britanniques de l'Union européenne, mais ils n'ont rien à craindre parce qu'on les garde même quand l'Union européenne, même si la Grande-Bretagne quittait, c'est ce que j'ai cru comprendre. Crainte des grands patrons britanniques qui, eux, avant que le discours soit publié, parce que le discours devait être fait avant l'intervention au Mali, sont intervenus pour dire surtout pas, il ne faut pas quitter l'Union européenne, si nous en dépendons, du point de vue économique, et même dans la presse britannique, par exemple, dans l'Observer, le mauvais discours au mauvais moment pour de mauvaises raisons et pour les mauvaises personnes, parce que c'est un discours qui d'abord demande à David Cameron d'être réélu, ce qui n'est pas sûr du tout. Deuxièmement, qui demande qu'il obtienne ce qu'il demande, ce qui n'est absolument pas certain. D'ailleurs, d'après les réactions qu'on voit en Europe, c'est moins que certain. Et qui en plus fait le jeu des anti-européens en Grande-Bretagne qui, eux, veulent clairement partir, quel que soit le cas de figure. Donc ici, un choix politique qui semble très aventureux, très, très risqué de la part de Cameron. Je termine là-dessus. Je pouvais donner une citation d'un député de CDU allemand qui a expliqué très clairement. Il y a eu des réactions d'Allemagne favorables qui viennent de la droite, des chrétiens démocrates, du côté bavarois, mais ça c'est toujours minoritaire en Allemagne. Du côté de la droite, je ne parle pas de la gauche et des libéraux et des Verts, du côté de la CDU allemande, là c'est très clairement, il n'y aura pas d'exception pour l'Angleterre, il n'y a pas de nécessité de céder aux demandes de Cameron, dit par exemple le député, enfin le vice-président du groupe parlementaire de CDU au Bundestag, Schockenhoff. Il n'y aura pas d'Union européenne à la carte. Voilà, c'en est fini pour ce point d'actualité. Je vous cède bien volontiers la parole. Donc Fritz, à toi. Merci beaucoup. Non, c'est pas là. C'est là. Oui, c'est là. Je commencerai par un mail que j'ai reçu la semaine dernière de la part de la médiathèque de mon université de Dijon et qui m'annonce tout ce qui est à notre disposition pour le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Son objet, 50 ans d'amitié franco-allemande sur Arte, et le mail continue. Dans le cadre du cinquantenaire de l'amitié franco-allemande, Arte met en avant l'Allemagne. 50 ans d'amitié franco-allemande et le couple franco-allemand. Est-ce possible? Dans les pages arrière de la presse féminine, comme on l'appelait jadis, on se demande régulièrement si les deux catégories vont ensemble, amitié et vie de couple. Mais en plus, 50 ans, retournons aux fiançailles de ce couple dans l'année 1962, et donc à deux événements, l'un strictement personnel, l'autre hautement politique. Le tour de l'Allemagne de Gaulle, en septembre 1962, était très bien préparé, non seulement dans les chancelleries, mais aussi dans les villes auxquelles le président français rendit visite. À Munich, un jeune garçon du nom Fritz Taubert, à l'époque encore, aujourd'hui Taubert, venait d'entrer dans le Humanistisches Gymnasium pour y apprendre les choses importantes pour la vie, à savoir le latin et le grec. Mais d'abord, avant même de commencer le véritable enseignement, il fallait préparer la visite. Et le jeune Fritz apprenait les premiers mots de la langue qui est aujourd'hui aussi la sienne, vive de Gaulle. En effet, on postait toutes les classes inférieures du lycée à un endroit stratégique du parcours de Gaulle, et quand on voyait la voiture arriver, il y avait un prof en bas qui faisait « Vive de Gaulle ». Tout le monde criait donc « Vive de Gaulle ». Une fois la voiture partie, on nous envoyait en congé pour la journée, et je crois que si aujourd'hui un de mes anciens camarades se rappelait encore de ce jour, ce serait certainement plutôt à cause de cela. Alors, en 1962, début de l'amitié franco-allemande, peut-être le début d'une amitié franco-allemande, celle entre ce pays et moi-même.
En revanche, à côté de moi, il y eut environ 300 autres gamins qui aujourd'hui ne s'intéressent ni de loin et ni de près à la France, et je ne trouve pas ça très grave. Ce que je trouve plus grave et très symptomatique est autre chose. Dans l'historiographie, ce traité apparaît pas forcément au premier plan, dans par exemple un recueil de textes sur l'histoire de l'Allemagne, Deutsche Geschichte in Quellen, le truc de réclame qu'on utilise pour la grecque, etc., tome 10 de 1945 à 1969, le traité de l'Élysée n'est même pas évoqué. Dans l'historiographie existe-t-il donc? Rassurez-vous, il existe. Deuxième événement. Brièvement après le voyage triomphal du président français en Allemagne, en novembre 1962, De Gaulle a gracié deux criminels de guerre allemands, les anciens SS Karl Oberg et Helmut Knochen. Les deux avaient été impliqués dans la création de la fameuse milice française, qui avait tué bon nombre d'anciens politiques français de gauche, juifs ou non, dans les années 40, entre autres Victor Pache. Les deux SS avaient organisé en général une répression très sévère pendant les dernières années de l'occupation de la France par l'Allemagne. Amitié franco-allemande très particulière que de libérer deux Allemands qui avaient fait partie d'un organisme dont l'amitié franco-allemande devait être appelée pour le moins particulière, elle aussi. Et ceci, en plus, pour faire plaisir à un vieux chancelier qui avait été lui-même résistant au nazisme. De drôles d'amitié, tout cela, et qui dépasse en plus largement le cadre des 50 ans. Et quand on regarde la soi-disant amitié directement après la signature du traité, qui à l'origine n'était conçue que comme protocole, l'amitié n'était pour le moins pas très chaude, et l'érotisme, disons-le, était franchement absent de ce nouveau couple qui commençait très vite à s'engueuler. On verra cela plus tard. Et pourtant, il y avait des vraies amitiés, évoquons quelques-unes. Pendant la Grande Guerre déjà, le contact était maintenu entre certains historiens français et allemands, surtout des antiquisants, sous de faux noms, pour ne pas couper les liens dans les recherches et les discussions entre chercheurs allemands et français. Le fils du fameux Dehio, Ludwig Dehio, en était un. Directement après la Grande Guerre, il y eut des contacts amicaux entre Romain Rolland et Henri Barbusse, avec des intellectuels allemands et autrichiens, Stefan Zweig, Sigmund Freud, Heinrich Mann et autres. Le couple d'industriels luxembourgeois Émile et Aline Mayrisch organisèrent à Kolpach, au Luxembourg, des rencontres franco-allemandes avec André Gide, Jacques Rivière, Paul Claudel, Jean Schlumberger, Walter Rathenau, Karl Jaspers, Ernst Robert Curtius, Richard Kuhnhoff-Kalergi. On voit ici que la catégorie amitié franco-allemande est trop liée aux personnes pour être une catégorie politique. Car déjà, les rapports entre Gustav Stresemann et Aristide Briand relèvent de la catégorie relation franco-allemande, beaucoup plus. Car il s'agissait aussi bien dans le traité de Locarno de 1926 que dans le projet d'une Europe unie en 1929, d'une politique peu sentimentale et très centrée envers les intérêts nationaux. Comme c'est le cas de la CECA en 1950-51. Monnet et Schuman savaient très bien qu'avec une libéralisation de l'économie allemande par les Alliés, surtout les Américains, la France entrait forcément dans une concurrence dangereuse au niveau du marché de l'énergie en Europe, le marché du charbon et de l'acier. En intégrant la nouvelle RFA dans un marché commun,
cette concurrence pouvait être évitée. La RFA, en revanche, avait tout intérêt à signer un tel accord, car elle recouvrait par là une partie de sa souveraineté en intégrant une structure internationale comme membre de plein droit. Mes amitiés, quand Konrad Adenauer se rendit à Paris en avril 1951, dans un avion du haut-commissaire français tout de même, pour signer l'accord de la CK, il ne trouva au Bourget aucune personnalité importante, aucun ministre français s'était déplacé pour accueillir le chancelier allemand. Amitié. Certes, la petite réunification, comme on l'appelait, en 1957, à savoir la réintégration de la SAR en RFA, était d'une grande importance, mais on ne peut pas parler d'une amitié particulière entre la population sarroise et la France, et cela jusqu'aujourd'hui. En octobre 1954, après l'échec de la communauté européenne de défense, la fameuse CED, Adenauer était sévère avec ses Allemands, mais aussi avec les Français quand il fit part de sa déception à un de ses proches. Le danger du nationalisme allemand est bien plus grand qu'on le pense. Les nationalistes français, comme les nationalistes allemands, sont prêts à refaire l'ancienne politique malgré toutes les mauvaises expériences. Ils préfèrent une Allemagne avec une armée nationale à l'Europe pour qu'ils puissent faire leur propre politique avec les Russes. Et les nationalistes allemands sont pareils, ils sont prêts à aller à la rencontre des Russes. L'obsession de Adenauer des Russes et surtout des Soviets, comme il les appelait, et ressort bien ici, mais il en ressort aussi qu'il se méfiait très profondément, aussi bien de son propre peuple que du peuple français. Il faut dire que la CUD et la façon de laquelle elle a été, disons, sabotée par le Parlement français, était pour quelqu'un comme Adenauer une très grande déception. Cette crainte de voir les nationalistes des deux côtés se diriger vers la grande puissance orientale n'a jamais quitté Adenauer, ni avant De Gaulle, ni avant le traité de 1963. Ainsi, quand De Gaulle parle en 1960 d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural, Adenauer est purement et simplement alarmé. Et il faut une rencontre entre le chancelier et le président à Rambouillet en juin 1960 pour calmer l'Allemand. Ce nationalisme gaullien est typiquement français, comme on l'entend en RFA, se manifeste également dans le slogan d'une Europe des patries, qui semblait exclure une intégration profonde de l'Europe telle que la souhaite Adenauer pour ancrer ses compatriotes dans une structure démocratique et occidentale. Et en plus, disons-le très clairement, rien et personne n'aurait pu faire accepter à la société ouest-allemande un quelconque accord officiel entre la France et l'Allemagne pendant la guerre d'Algérie. La RFA n'avait que des problèmes avec la France pendant cette période, et la France n'avait que des problèmes avec la RFA. Si en 1963, le traité franco-allemand a pu être signé, c'est dû aussi au fait que la guerre d'Algérie était enfin terminée. Il ne faut pas oublier que quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, c'était suite à un putsch de généraux à Alger, en mai. Adenauer était très inquiet à cette époque-là, il n'était pas le seul, et beaucoup de gens, non seulement en France, mais en Europe, craignaient un changement de régime en France vers une dictature militaire. Donc l'amour des deux vieillards n'était pas un tendre amour dès le début. Sous ces auspices,
Un traité franco-allemand ne semblait pas être envisageable dans un avenir proche. Or, Adenauer avait, à partir de 1961, après l'élection du jeune John F. Kennedy, une attitude de plus en plus critique et surtout méfiante envers les États-Unis. Garant, selon lui, et selon la doctrine dominante à l'époque, garant de la liberté de la RFA et de l'Europe occidentale. Les États-Unis allaient-ils s'arranger avec les Soviétiques? La politique de détente mènerait-elle vers un désengagement américain en Europe? La sécurité ouest-allemande et celle de l'Europe souffrirait-elle d'une telle politique? L'attitude américaine autour de la construction du mur à Berlin en août 1961 n'assurait pas le chancelier et pas grand monde, il faut bien le dire, en Allemagne. Et là, lors de cette crise, De Gaulle était très ferme envers les soviétiques. Il l'avait été dès le début de la crise autour de Berlin, c'est-à-dire dès l'ultimatum de Khrouchtchev en novembre 1958. Il fit comprendre très clairement que la France ne reconnaîtra pas la RDA, tout contrairement probablement aux Américains, et qu'elle ne céderait pas à un quelconque chantage soviétique. Cette attitude non seulement amadouait Konrad Adenauer, mais il a toujours été très reconnaissant envers De Gaulle pour ce soutien de la position ouest-allemande. Les négociations concrètes sur ce que devait être d'abord un simple protocole sur la coopération organique et régulière franco-allemande débutèrent en septembre 1962, c'est-à-dire quand je criais vive de Gaulle. C'est-à-dire brièvement après l'indépendance de l'Algérie et donc la fin de cette guerre avec un mémorandum. Puis Adenauer proposa au début novembre 1962 donc un élargissement des consultations réciproques. Personne ne pensait à cet instant à un véritable traité qui n'a été décidé que quelques jours avant la signature du 22 janvier 1963. On sait d'ailleurs que le jour même, au Quai d'Orsay, on était à la recherche de papiers dignes de cette nouvelle forme d'accord. Un accord normal, un protocole, on pouvait faire ça sur un papier normal, mais pour un traité, il fallait du vrai papier, il n'y en avait pas. Ce qu'il y a dans le traité est connu. La place primordiale pour la jeunesse, avec le projet de l'OPAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse, créé en juillet 1963. L'obligation de s'accorder au niveau de la politique étrangère, le projet de développer une stratégie commune au niveau militaire, la volonté de promouvoir l'apprentissage des langues de la langue de l'autre pays et l'équivalence des diplômes, on peut déjà dire que la réalisation de tous ces points est loin d'être acquise 50 ans après. Ce qui est réellement un acquis très concret du traité, c'est l'installation quasi obligatoire d'une très grande quantité de consultations réciproques, de rencontres et de conseils communs qui mènent en fait, primo, à une connaissance des représentants de l'autre pays, non pas forcément à une meilleure connaissance du pays même, et secondo, au phénomène que Churchill avait évoqué dans une de ses phrases géniales, « It's better to jaw-jaw than to war-war ». Il est mieux de jouer à la causette qu'à la guéguerre. On est obligé de se parler, et c'est très bien, même si cela ne change pas toujours grand-chose dans l'immédiat. Or, on doit aussi regarder ce qui n'est pas évoqué dans le traité. Et ici, l'économie est la première absente du traité même. Elle n'apparaît que dans un protocole annexe. L'explication de ce phénomène est effectivement
que les Allemands insistaient depuis toujours sur une intégration européenne de l'économie, comme elle l'avait d'ailleurs été conçue par la CECA et réalisée de façon limitée jusque-là par les traités de Rome en 1957. Et puisque cet accord était un traité bilatéral, la sortie de l'économie des négociations était implicitement une sorte de déclaration de neutralité envers la CEE. On voit donc déjà dans ce qui n'est pas dans le traité des dissensions entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne veut forcer l'intégration européenne aussi au niveau économique et la France va suspendre et fait arrêter les négociations avec la Grande-Bretagne sur son entrée dans la CEE une petite semaine après la signature du traité, le 29 janvier 1963. Sous l'impression de ces péripéties, le Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, avec les députés du Parti chrétien-démocrate, c'est-à-dire les camarades de Konrad Adenauer, fit précéder le traité par le fameux préambule qui insiste sur le fait que le traité ne modifiera pas la politique étrangère de la RFA, sa volonté de réunification, le maintien du système atlantique avec l'OTAN et l'intention de la RFA de réaliser un espace économique commun en Europe, la Grande-Bretagne incluse. Ainsi, on enleva au traité la pointe anti-américaine que De Gaulle voulait qu'il ait. La réaction de Gaulle est connue, il se sentit floué et comparut la situation d'abord à une nuit de noces ratées. Il dit qu'il se sentait toujours vierge. Et puis il comparut le traité à des roses et des jeunes filles, que François a cité déjà, qui fanent rapidement. Là, par contre, le vieux chancelier lui fit remarquer, à Bonn, qu'il n'avait pas vraiment l'expérience des jeunes filles, mais qu'il s'y connaissait très bien avec les roses. En effet, Konrad Adenauer était un des éleveurs de roses les plus célèbres en Europe. Il dit « Les roses sont l'une des plantes les plus résistantes que l'on connaît. Et c'est pour cela que cette comparaison ne me gêne point. Elle me rassure même plutôt. » Eh bien, cette rose a 50 ans ces jours-ci. Elle n'a pas toujours poussé comme les éleveurs l'avaient voulu, mais elle a résisté à tous les présidents français et à tous les chanceliers allemands et même à la chancelière. Quelle est la suite du traité? La première grande question où les deux États ne sont pas d'accord est celle de la défense. Les dissensions trouvent leur apogée dans la sortie de la France de l'organisation intégrée militaire de l'OTAN en 1966, tandis que la RFA travaille pour une intégration de plus en plus forte de cet organisme. La stratégie nucléaire américaine est un second grand problème entre les deux partenaires. Et la mésentente personnelle entre le chancelier Ludwig Erhard, successeur de Konrad Adenauer, et de Gaulle, n'améliore pas l'état du couple, dont la nuit des noces avait été si peu fructueuse. En 1967, De Gaulle renouvelle son veto contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. 1968 cause des problèmes économiques pour la France, et donc même avec un chancelier très francophile comme Kurt-Georg Kiesinger, les choses ne vont pas mieux. L'historien Maurice Weiss appelle la coopération de cette période chaotique et peu fructueuse. Et les problèmes continuent, à la fois économiques, crise du pétrole, les monnaies européennes et le dollar, et politico-militaires avec les négociations sur la limitation de l'armement, la CSCE, à partir de 1973. Les noces du couple Pompidou-Brandt ne semblent pas très fertiles non plus, car si certaines divergences s'estompent, d'autres naissent.
Cela change pour la première fois en 1974 avec l'élection de Helmut Schmidt et de Valéry Giscard d'Estaing. Deux technocrates qui se connaissent et qui s'estiment comme ministres des Finances des deux pays. Au fur et à mesure des difficultés des États-Unis, vous vous souvenez de l'impeachment contre Nixon, problème au niveau international avec l'Iran, Schmidt se transforme, grosso modo, d'un atlantiste en un... si l'on peut encore parler de ces catégories à cette époque. Les deux hommes politiques arrivent, entre autres, à un consensus concernant les mesures économiques pour surmonter la crise. Bon, si ça marche, c'est une question, et si un consensus, c'en est une autre. 3 à 4 minutes, pas de problème. Paradoxalement, les deux sociaux-démocrates, Mitterrand et Schmidt, ne s'entendent point, et les relations franco-allemandes ne s'améliorent qu'après l'élection de Helmut Kohl à la chancellerie. Jusqu'à la fin de la séparation des deux Allemagnes en 1990, les deux partenaires se sont rencontrés plus de 70 fois, ce qui représente un record absolu dans les relations franco-allemandes. La réunification des deux Allemagnes est certainement due aussi à cette relation amicale entre les deux dirigeants, pourtant si différents, dont aucun parlait la langue de l'autre, comme c'était d'ailleurs le cas de leurs prédécesseurs. Laissez-moi finir avec une anecdote qui date de quelques années d'après. Il y avait eu Schröder et Chirac, Merkel et Chirac, et le début de Merkel et Sarkozy. En 2008, j'étais enseignant à la faculté de droit de Créteil, et une de mes collègues m'a demandé d'être présent lors d'une conférence de Jean-Pierre Jouyet. On le connaît maintenant comme chef de, je ne sais pas de quel organisme, mais voilà. Qui à l'époque venait d'assurer l'organisation de la présidence européenne de Sarkozy, en tant que socialiste, il faut bien dire. La collègue craignait un peu la collègue craignait peu de monde présent et je lui proposais de préparer une question. Finalement, il y eut pas mal de monde et je n'étais pas obligé de poser ma question. Après la conférence, ma collègue m'a présenté à Jean-Pierre Jouyet et me demanda de lui poser la question que j'avais préparée. La question était la suivante. Vu l'ignorance des deux peuples l'un envers l'autre, renforcée par l'ignorance profonde des dirigeants sur le fonctionnement de l'autre État, le bon fonctionnement de la soi-disant locomotive franco-allemande ne relève-t-elle pas du miracle? Juillet me répondit. Vous ne savez pas que je suis un catholique très croyant. J'ai vécu le couple franco-allemand pendant 6 mois maintenant. Et je peux vous dire que vous avez raison. Le fonctionnement de ce couple est inexplicable. C'est un véritable miracle. Fait-on donc le miracle franco-allemand plutôt que l'amitié ou le couple franco-allemand? Merci Fritz Hartwald. Donc maintenant, la suite du miracle, est-ce que cela fonctionne encore? Oui, on va essayer de voir. Oui, Yann Sven, on va essayer de voir où on en est dans ce miracle. Tout d'abord, je vais vous permettre une petite correction. Vous avez dit que c'est moi qui ai rédigé les 2 ouvrages. Je voudrais que ce soit clair, je n'ai pas rédigé 2 ouvrages. Mais c'est le comité d'études des relations franco-allemandes dont je fais partie. On a publié ces 2 ouvrages qui sont là. On pourra éventuellement les faire circuler. Et qui, donc, le premier est d'ailleurs la traduction d'un livre... oui, vous pouvez à la rigueur, je ne l'ai pas... le premier est juste la traduction d'un livre très célèbre en Allemagne sur les relations franco-allemandes de 1945 à la guerre froide. Et le second est donc un nouveau livre auquel j'ai entre autres contribué avec d'autres personnes et qui porte sur ces 20 dernières années et qui est plutôt thématique. Je vais vous proposer de faire un bond dans l'histoire. On a peut-être perdu quelques années au passage, pour essayer vraiment de se situer sur des choses plus ancrées dans l'actualité et les problématiques présentes, sans négliger bien entendu quand même l'histoire de ce couple qui est toujours omniprésente. Depuis
disons 2008-2009, le couple franco-allemand est revenu au centre de l'actualité avec les différentes crises qui ont touché l'Europe. Autant de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, on parlait d'une sorte de duopole qui venait, voilà, Merkozy adorait dire les journalistes, sorte de duopole qui dominait l'Europe, qui dictait sa loi, et on le critiquait à la fois pour typiquement cette imposition des décisions aux autres partenaires européens que cette alliance entre les deux principales puissances européennes pouvait représenter. On critiquait en France aussi la domination allemande, puisque la France apparaissait comme le partenaire junior de cette alliance. Maintenant, on est dans une autre époque, on est dans une relation qui est plus conflictuelle entre François Hollande et Angela Merkel, et on critique du coup tout autant le couple franco-allemand, en disant tous les risques que cela peut représenter pour la construction européenne que de ne pas avoir une entente parfaite entre les deux dirigeants. On va essayer de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces critiques qu'on peut faire sur le couple franco-allemand, tout en restant critique pour autant, et essayer d'analyser ça avec un peu de recul. Quels sont les facteurs à prendre en compte aujourd'hui quand on cherche à analyser cette relation franco-allemande? Tout d'abord, un élément de cadrage, c'est véritablement le caractère multiple de la crise. Edgar Morin a parlé d'une polycrise, et il faut véritablement saisir les crises qui touchent l'Europe, l'Union européenne, la zone euro dans toutes ses dimensions. Il y a la crise économique et financière dont on n'arrête pas de parler pour ses impacts évidents, mais cette dernière se décline en crise bancaire, crise des dettes, etc. Mais il faut ajouter à cela d'autres crises et qu'on a tendance à plus négliger. La crise de confiance dans l'Union européenne, qui est très claire quand on voit les montées des phénomènes de résistance à l'Europe dans un grand nombre de pays européens. Plus généralement, il faut voir la crise dans la politique, dans les leaders politiques dans de très nombreux pays, avec cette montée des populismes, des extrémismes qu'on a vu dans plusieurs pays européens. On l'a vu en Autriche, en Pays-Bas, en Finlande, Danemark, Belgique, véritablement beaucoup de pays. Et puis, plus concrètement, tous ces leaders qui ont été, on va dire, démis de leurs fonctions sous le poids de la crise et de la situation de leur État. Premier, c'était l'Irlande, la Grèce est un cas emblématique. Il y a eu l'Espagne, l'Italie, et on parle beaucoup moins de plein d'autres États. Au Portugal, ça a été pareil, la Slovénie, Roumanie, Pays-Bas. La liste est longue. Alors bien sûr, la crise n'a pas été le seul facteur, mais en général, ça a été soit un accélérateur, soit un déclencheur de la chute des leaders. Deuxième élément à prendre en compte pour comprendre la relation franco-allemande d'aujourd'hui, c'est la nouvelle donne européenne. Si on réfléchit un peu, au final, le grand élargissement en 2004-2007, c'est encore assez récent, et les effets véritablement de cet élargissement, on commence à les sentir vraiment maintenant, au travers de cette nouvelle gouvernance européenne qui est en train de se mettre en place, notamment ce rapport entre les 17 États membres de la zone euro et les États non membres de la zone euro. On voit les alliances qui se refont et le poids toujours plus conséquent de la Pologne qui est véritablement un nouveau partenaire, et il ne faut véritablement pas le négliger. Et autre élément, pareil, l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Après tout, on vient de fêter le mois dernier son 3e anniversaire d'entrée en vigueur, c'était décembre 2009. Donc on est encore dans des structures qui se mettent en place, et il faut tenir compte de cela. Et le dernier élément à prendre en compte, c'est une relation franco-allemande elle-même qui a changé de nature avec le temps. Fritz Taubert a dressé un panorama des différents couples franco-allemands et de l'évolution. On a un changement d'époque, un changement de génération. L'attribution du prix Nobel à l'Union européenne a été très symbolique pour montrer que le temps de la construction de l'Europe sur la paix et la réconciliation de la France et de l'Allemagne est en quelque sorte un temps révolu, et qu'on est dans une autre étape. Et si on regarde l'opinion publique, les nouvelles générations d'électeurs, par exemple en Allemagne, il faut juste se rendre compte que c'est des personnes qui n'ont pas connu la division de l'Europe, qui n'ont pas connu la division de l'Allemagne, qui n'ont pas connu la RDA, et donc on est véritablement dans des schémas très différents.
Ce que je vous propose de faire dans le temps qui m'est imparti, que je n'ai pas du tout surveillé pour le moment, c'est tout d'abord d'essayer de réfléchir à l'état des lieux. D'accord. L'état des lieux de la relation franco-allemande. Dans un deuxième temps, de se concentrer sur ce qui a pu avoir lieu la semaine dernière au travers des 50 ans du traité de l'Élysée. Donc à la fois toute la symbolique et les réalisations et les déclarations qui ont pu être faites. Et dans un troisième temps, d'essayer de réfléchir un peu au couple franco-allemand dans l'Union européenne aujourd'hui et pour les temps à venir. Pour ce qui est de l'état des lieux de la relation franco-allemande, il y a clairement des asymétries dans les situations de la France et de l'Allemagne qui rendent parfois la relation difficile, qui obligent à des efforts. À cela, il faut ajouter des divergences politiques qui sont pour certaines conjoncturelles, mais pour la plupart d'entre elles, qui sont des divergences de fond et qu'on retrouve depuis le traité de l'Élysée ou même avant. Et enfin, malgré le fait que les médias se focalisent quand même énormément sur ces éléments de divergence et d'asymétrie, il ne faut pas du tout négliger tous ces éléments qui font la relation franco-allemande au quotidien, toutes ces institutions, ces réseaux, qui assurent une stabilité, une permanence à la relation franco-allemande et qui sont peut-être en quelque sorte des explications de ce miracle dont vous parliez avant. Pour ce qui est des asymétries, elles sont nombreuses, je vais en citer quelques-unes. Il y a tout d'abord cette différence démographique qui est vraiment survenue au moment de la réunification, qui était d'ailleurs une des explications des craintes françaises, et pourquoi la France voyait avec tant de méfiance la réunification de l'Allemagne. 82 millions contre 65 à peu près, il y a quand même un changement, mais il ne faut pas oublier que la démographie allemande se porte plutôt mal en ce moment et que sur un moyen terme, long terme, la situation pourrait évoluer. Pas dans l'immédiat, mais effectivement, la démographie allemande ne va pas bien. Autrement, il y a les asymétries économiques. On parle très souvent de la balance commerciale excédentaire allemande qui avoisine les 160 milliards d'euros annuels, avec d'un autre côté la France qui par contre a une balance commerciale qui est déficitaire aux alentours de 60 milliards et cette balance commerciale allemande qui est accusée de tous les maux dans les autres États européens. La croissance, on en parle énormément. Au niveau de la croissance, l'Allemagne se porte mieux que ses autres partenaires européens, même si on voit quand même des signes de ralentissement, des difficultés toucher l'Allemagne. Il ne faut pas les négliger non plus, mais elle continue à avoir de bonnes perspectives. Surtout le chômage, si on compare véritablement entre la France et l'Allemagne, je n'irai pas jusqu'à comparer avec les États du sud de l'Europe, mais un chômage qui en France... restant très schématique, tourne autour des 10%, et en Allemagne, on a un chômage qui tourne autour des 5%, avec certains Länder comme la Bavière, le Bade-Württemberg, où on a atteint le taux de chômage incompressible et où il y a véritablement des manques de main-d'œuvre et des appels de travailleurs d'autres États européens ou extra-européens. Parmi les asymétries, il y en a une que je trouve assez importante, c'est la vision de l'autre. La manière dont chacun des citoyens français et allemands perçoivent le voisin, partenaire d'un côté et ami de l'autre. Les Français ont avant tout du respect pour les Allemands. Les Allemands ont très majoritairement de la sympathie pour les Français. Et on peut étendre ça à des clichés qu'on a retrouvés Il y a différents sondages qui ont été faits ces derniers temps sur les évocations, les mots qui venaient quand on parlait de l'autre. Les Français voient les Allemands comme des gens travailleurs, disciplinés, rigoureux, et inversement, les Allemands ont une vision assez romantique des Français, considérés comme personnes qui jouissent de la vie, qui sont des individualistes, des créatifs, des séducteurs. Véritablement, l'Allemagne est citée pour un lieu où on va travailler, la France plutôt où les Allemands aiment aller faire du tourisme. C'est des clichés, mais ça reflète effectivement des asymétries dans la perception de l'autre qui influencent d'autres éléments plus profonds. Il y a aussi des divergences politiques. Il n'a échappé à personne que les dirigeants politiques n'appartiennent pas à la même famille politique. On en a parlé avant. La très bonne entente des couples Kohl-Mitterrand ou VG Giscard d'Estaing-Schmitt a clairement montré que l'appartenance politique, en fin de compte, dans la relation franco-allemande,
n'était pas un déterminant de la bonne entente entre les dirigeants. Angela Merkel et François Hollande, il ne faut jamais oublier qu'ils sont encore dans une relation qui est très récente. Je ne vais pas rentrer dans les métaphores de couple, etc., mais ils ne s'étaient pas rencontrés déjà avant que François Hollande ne prenne le pouvoir. Et depuis, effectivement, ils n'arrêtent pas de se rencontrer, de se voir à de très nombreuses reprises, quasiment une fois par mois. Je ne vais pas vous faire toute la liste, je laisse si vous voulez. Mais prenez la semaine dernière, François Hollande était à Berlin lundi et mardi. La semaine prochaine, Angela Merkel va venir à Paris mercredi. Jeudi, vendredi, ils vont aller ensemble au Conseil européen à Bruxelles. On peut dire qu'ils se voient plus que régulièrement. Et effectivement, cette proximité, cette rencontre, ce contact constant, c'est le type d'élément qui peut aider à améliorer la relation et l'entente entre les dirigeants. Il y a des divergences économiques. Et c'est elle qui focalise l'attention, compte tenu de la situation actuelle, sur l'attitude à apporter par rapport aux États en difficulté, sur la conduite de l'eurozone, mais je vais y revenir plutôt dans la troisième partie où je parlerai plus des questions européennes. Plus globalement, sur les questions économiques, il y a des différences de conception économique, de culture économique, c'est des questions presque doctrinaires, philosophiques entre la France et l'Allemagne. Il y a une vision caricaturale qu'il faut nuancer, mais l'Allemagne est en effet beaucoup plus rigoriste dans ses conceptions, attachée à la stabilité de la monnaie, maîtrise de l'inflation, contrôle des déficits. On a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle de ce modèle allemand, qui est une expression qui ne me plaît guère et qu'on emploie un peu à tort et à travers pour décrire des éléments très différents et on ne sait jamais trop ce qu'on y met derrière. Mais derrière cette idée, il faut vraiment voir qu'il y a des caractéristiques et des différences qui ne sont pas nouvelles. Et d'ailleurs, je ne sais pas où est le livre de Gilbert Sibora qui a été écrit au milieu des années 90. Et il y a un chapitre sur la fascination du modèle allemand, et il parle des années 70. Il suffirait de changer quelques éléments, c'est un chapitre qu'on pourrait passer dans n'importe quelle presse actuellement, et c'est d'une actualité criante. Et on parle exactement des mêmes problématiques avec la balance commerciale excédentaire, etc. Les problématiques qu'on connaît actuellement et les divergences économiques qu'on connaît actuellement entre la France et l'Allemagne, on avait déjà les mêmes discussions et les mêmes divisions dans les années 70 et auparavant également. Autre grande divergence entre la France et l'Allemagne, ça a été évoqué avant, la question de la défense. On le voit aujourd'hui beaucoup au travers de la question malienne. On l'a vu avant de manière encore plus dramatique avec la question de la Libye. Alors, si on veut être un peu positif, on pourrait dire que là déjà ça a l'air de mieux se présenter que l'a été la catastrophe de la Libye pour la relation franco-allemande, où l'Allemagne est allée jusqu'à s'abstenir au Conseil de sécurité de l'ONU. Et encore, il a fallu une intervention à la dernière minute, autrement l'Allemagne était prête à voter contre. Cette fois-ci, alors il y a eu clairement un engagement politique de l'Allemagne, alors les paroles valent ce qu'elles valent, mais l'Allemagne a annoncé effectivement son soutien politique, logistique, médical, humanitaire, a envoyé là ces 2 transals. Aujourd'hui, le ministre de la Défense, Thomas de Maizière, a déclaré qu'il allait envoyer les avions ravitailleurs que la France demande, mais bon, il va falloir un petit moment avant d'avoir l'accord du Bundestag, etc. Sur la question malienne, c'est un exemple concret de toute la difficulté que la France et l'Allemagne ont sur les questions de défense. Alors, l'argument invoqué par l'Allemagne pour ne pas s'engager véritablement, pour ne pas envoyer de troupes, il y a tout d'abord l'argument capacitaire, où l'Allemagne dit on est encore très présent en Afghanistan, on est présent au Kosovo, en Somalie, on n'a pas les moyens. C'est vrai que l'Allemagne a considérablement réduit ses budgets de défense ces dernières années. Plus fondamentalement, il y a d'autres raisons qui sont plus profondes et plus importantes. Il y a effectivement cette question historique. L'Allemagne se définit comme une puissance pacifique. Plus profondément, elle a une doctrine qui est très prudente envers tout ce qui est véritablement les interventions armées, l'interventionnisme. Elle estime aussi que c'est une puissance régionale d'intervenir. L'Allemagne n'a pas aussi la même relation particulière qu'à la France avec le continent africain. Et puis plus simplement, l'Allemagne est en période préélectorale. Les Allemands sont clairement pas favorables à une intervention armée. Mais comme je vous le disais avant,
il y a quand même un débat qui naît en Allemagne, il y a des discussions, il y a des politiques qui ont pris parti pour davantage d'intervention, mais il y a une vraie problématique en Allemagne du rapport à la puissance, une puissance de facto de l'Allemagne sur les plans économiques, militaires, etc., que l'Allemagne n'est pas véritablement prête à assumer. Et d'ailleurs, la veille de l'anniversaire du traité de l'Élysée, il y avait une déclaration de Wolfgang Schäuble dans une interview qu'il a donnée, où il disait que l'Allemagne ne veut plus être une grande puissance en politique étrangère, et qui posait la question comment pourrions-nous après Hitler et Auschwitz. Donc véritablement, l'Allemagne est dans un rapport encore compliqué à son passé par rapport à cette question de la défense. Comme je disais avant, il y a des éléments de stabilité dans la relation franco-allemande qui sont importants, qu'il faut pas négliger. Tout d'abord, quelque chose de très simple, les opinions positives qu'ont chacun l'un envers l'autre. 72% des Français ont une image positive de l'Allemagne, 85% des Allemands ont une image positive de la France. Si on regarde par rapport au score qu'on avait dans les années 50-60, il y a une évolution considérable. Dans les années 50, 54, 9% des Français avaient une opinion positive de l'Allemagne. On a quand même fait beaucoup de chemin à ce niveau-là. Au niveau de la relation bilatérale, on a quand même changé. On est, comme je l'ai dit avant, passé de la réconciliation, de l'amitié, quelque part mise en scène à un moment, à un partenariat qui cherche aujourd'hui de nouvelles bases et de nouvelles justifications. Un autre élément qui fait la relation franco-allemande, c'est toutes ces institutions, ces réseaux franco-allemands. Fritz Taubert a parlé des sommets franco-allemands qui avaient lieu véritablement 2 fois par an, très institutionnalisés, mais on a respecté cet engagement du traité de l'Élysée, qui ont été transformés en 2003 en Conseil des ministres franco-allemands. On a voulu augmenter la dimension, la portée de cela. Alors bon, pour y revenir après, le fonctionnement des conseils des ministres franco-allemands est peut-être pas optimum, il pose quand même pas mal de problèmes. On a créé en 1988, pour le 25e anniversaire, un conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Alors là, pareil, l'effectivité, on peut en parler. Un conseil économique financier franco-allemand. Donc ça, c'est des institutions qui existent, qui permettent, pareil, le dialogue, l'échange. D'autres éléments importants, il y a des diplomates, on ne le sait pas trop, mais il y a des diplomates et des fonctionnaires d'échange dans l'ensemble des ministères et administrations. Vous avez au Quai d'Orsay des diplomates allemands, y compris dans les très hauts niveaux, dans les cabinets des ministres, vous avez des diplomates allemands qui travaillent au service des Français tout en étant des diplomates allemands. Il y a toutes les réalisations, effectivement, du traité de l'Élysée, l'organisme franco-allemand pour la jeunesse, 8 millions d'échanges de jeunes quand même, c'est pas mal. Tous les jumelages de villes, départements, régions, il y en a plus de 2000. Il y a une université franco-allemande qui a été créée, des lycées franco-allemands. Donc il y a un bilan. Il y a également les réalisations industrielles qui sont connues, Airbus, EADS, etc. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière avec cet anniversaire du traité de l'Élysée? Tout d'abord, Fritz Taubert l'a bien présenté comme un processus, le traité de l'Élysée. Ça a commencé avant le traité de l'Élysée, cette réconciliation, ce rapprochement entre la France et l'Allemagne, et ça a continué après. Les célébrations anniversaires du traité de l'Élysée ont à chaque fois été le moment de mettre à jour en quelque sorte ce qu'on avait fondé. Ça a été le cas lors du 25e anniversaire, ça a été le cas lors du 40e anniversaire en 2003, où on a adopté une nouvelle déclaration commune couvrant de nombreuses thématiques. Et enfin, on a eu une autre étape il y a quelques années seulement, en 2010, on a adopté un agenda 2020 qui recensait 80 propositions pour disons, développer la relation franco-allemande sur ces 10 prochaines années. Il faut bien prendre en compte ces deux textes, donc cet agenda 2020 qui date de 2010 et la déclaration qui date du 40e anniversaire, pour comprendre ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, il s'est passé deux choses. Tout d'abord, sur un plan symbolique, concret, il y a eu ces 400 députés français, ils ne sont pas tous allés à Paris, 400 députés français quand même qui sont venus spécialement à Berlin, la moitié du gouvernement qui s'est déplacé, et avant tout les ministres les plus importants, ce qui est quand même l'essentiel, le président de la République, comme je vous l'ai dit, qui était là pendant 2 jours.
Les images, les symboles, on a tendance à souvent les négliger, mais ils sont importants, particulièrement pour la relation franco-allemande. Hein. Quand on pense relation franco-allemande, on pense à Mitterrand, Kohl à Verdun, on pense aux troupes allemandes sur les Champs-Élysées, le discours de De Gaulle à la jeunesse en 62, etc. Il y a véritablement beaucoup de symboles et d'imagerie. On les critique pour leur mise en scène, mais elles ont un rôle concret, réel, sur les consciences collectives. Pour ce qui est des réalisations, il y a eu en gros 3 déclarations qui ont été adoptées. Alors je ne pense pas que j'ai le temps de vous le détailler non plus. D'accord, donc je ne vais pas vous les détailler. Il y a eu tout simplement une déclaration commune de l'Assemblée nationale et du Bundestag. Il y a eu une déclaration politique de François Hollande et d'Angela Merkel qui est assez proche de la déclaration, disons, la plus importante à retenir pour la suite, qui est la déclaration du Conseil des ministres franco-allemands, qui elle fait 17 pages, 75 articles, hein, et qui est un nouveau catalogue de mesures pour les relations franco-allemandes dans ces prochains temps. Un point qu'il faut retenir, tout comme en 63, on a mis l'accent très clairement sur la jeunesse. Il y a un renforcement des moyens de l'OFAGE qui a été mentionné. Il y a également diverses petites avancées, le test d'une agence franco-allemande pour l'emploi dans les régions frontalières, un lycée professionnel franco-allemand. Avant, il n'y avait pas de lycée professionnel. Véritablement, il y a plein de petits éléments et en fait, on peut regretter l'absence de grands accords sur les grandes questions qui nous divisent depuis tant d'années, sur la défense, sur l'économie et les finances, mais on peut en discuter bien entendu, mais de tels agendas, programmes, compte tenu de la densité des relations franco-allemandes, de ces institutions qui existent, on s'attend à ce qu'il y ait des avancées sur un peu tous les points. Alors l'économie et la défense sont dedans, mais il n'y a pas de grands bouleversements. Mais on a du mal à sortir de ces petites mises à jour que constituent ces grandes déclarations. Alors, quelle perspective pour le couple franco-allemand dans l'Union européenne? Alors, les divergences, je vous en ai parlé avant, hein, sur les questions européennes, sur l'union bancaire. La France voulait la supervision de 6000 banques, l'Allemagne voulait préserver ces banques régionales. On a réussi à trouver un compromis. La grande division entre la France et l'Allemagne, ça reste la question des eurobonds. Cette mutualisation des dettes, la France ne cesse d'en faire la promotion. Pour l'Allemagne, c'est très clairement une ligne rouge qui peut survenir en dernier ressort lorsque toutes les mesures d'intégration politique auront été réalisées. Et il y a des désaccords de priorité dans les stratégies à suivre. On l'a vu avec la fusion avortée EADS-BAE. Mais la France et l'Allemagne, après, en décembre, se sont quand même un peu rattrapés. Ils ont restructuré l'actionnariat et se sont clairement quand même montrés plus engageants dans le soutien de EADS. Aujourd'hui, il y a un nouveau risque de division franco-allemande très clair avec le sauvetage de Chypre qui est imminent et une Allemagne qui, à nouveau, traîne des pieds. Pour ce qui est de François Hollande et Angela Merkel, on a vu les compromis se dessiner, hein, pacte de croissance contre le traité de stabilité, ils ont trouvé des accords sur la taxe de transaction financière, sur le brevet européen, ils se sont un peu rapprochés sur la Grèce. Donc on a vu quand même des points positifs se dessiner sur la relation franco-allemande au sein de l'Union européenne. On a souvent beaucoup de mal à lire la relation franco-allemande et on la considère en crise parce que cette relation franco-allemande, elle s'est tout simplement politisée ces derniers temps. On a une politisation de la relation franco-allemande, on l'a vu quand l'un allait faire campagne pour l'autre, quand Angela Merkel a soutenu Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, François Hollande a fait de même, il est allé il est allé chercher le soutien des leaders du SPD, et d'ailleurs même après son élection, il continue à entretenir des liens avec les leaders du SPD. Quelque part, c'est une sorte de normalisation de l'ordre politique européen, mais qui est vu avec beaucoup de crainte, parce qu'effectivement, c'est des éléments qui peuvent tendre la relation et qui sont source de risque. Mais quelque part, ça fait des années c'est un point de vue personnel, ça fait des années qu'on espère cet espace public européen, et quelque part, n'est-ce pas normal que des leaders politiques parlent à ceux qui partagent leurs convictions politiques.
Le principal problème pour ce qui est, et je vais m'apprêter à finir, je vous le promets, pour ce qui est du rapport à l'Union européenne, c'est l'asymétrie qu'on constate en termes de stratégie, de perspective entre la France et l'Allemagne. Fondamentalement, pour ce qui est du processus d'intégration européenne, la France est dans une vision de court terme, une vision graduelle du processus d'intégration européenne, et l'Allemagne, d'un autre côté, est dans une apparente vision de long terme. Pour les deux pays, on constate une certaine ambiguïté dans ces discours. La France, elle veut une union politique qui ne doit survenir qu'en dernier recours, au terme d'un processus long qui passe par l'union bancaire, on est en train de la mettre en œuvre, l'union fiscale, l'union sociale, etc. Et on a consacré beaucoup de temps à mettre en place les mécanismes du traité de stabilité, etc. La réponse partielle apportée par la France, c'est ce concept d'intégration solidaire qui n'est pas évident à définir ou à comprendre le sens caché ou non caché. L'idée, c'est que tout pas supplémentaire dans l'intégration doit s'accompagner de davantage de solidarité. Des fois, on dit que c'est plutôt toute progression de l'intégration doit aller de pair avec davantage de démocratisation. Pas encore évident non plus ce qui se cache derrière ce concept d'intégration solidaire. Alors peut-être qu'on en saura plus mardi, vu que François Hollande fait un discours devant le Parlement européen. Bref, je vous invite à le suivre. Et donc, face à cette position de la France, on a l'Allemagne qui a apparemment des discours clairs, qui formule des propositions. Regardez les propositions des partis politiques allemands. Il y a une liste de propositions de réformes institutionnelles très claires de ce que veulent les partis politiques allemands pour le futur de l'Union européenne, avec des propositions de réformes institutionnelles.